Polytech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Vivez l'expérience Polytech de façon 100% digitale. Bonjour à tous, bienvenue au Polytech Innovation Awards 2020, spécial Polytech Online. Nous remercions Polytech pour cette nouvelle confiance que vous nous apportez, puisque ça fait des années maintenant que Polytech et le PEX travaillent ensemble sur les vitrines de l'innovation de Polytech. Aujourd'hui, cette année, elles ont pris une nouvelle dimension, elle s'appelle les Polytech Innovation Awards. Les Polytech Innovation Awards, c'est quoi? Ce sont les 10 innovations les plus marquantes de toutes celles qui ont été présentées sur le salon Polytech, soit sur 65 présentations, il y en a eu 10 qui ont été retenues. Sur ces 10, vous allez avoir tous les domaines, donc l'eau, les déchets, l'énergie, la microbiologie, la qualité de l'air, la microbiologie, enfin tous les sujets vont être concernés. Vous allez avoir aquaécologie, aquatech innovation, Azola, Diamidex, EBIS, Envea, Hafner Énergie, Microbia Environnement, et Recyclamer Innovation et Toupie Organics. Donc, vous allez avoir, les pitchs, ça se passe comment? C'est 5 minutes, pas 1 minute de plus, pas 10 secondes de plus. Au bout de 4 minutes, moi, je leur dirai, attention, il vous reste 1 minute. Ils ont 5 minutes pour convaincre un jury de grands comptes. Ces grands comptes, Florence va vous expliquer qui ils sont. Et à la suite de ça, vous aurez les résultats demain à midi pour savoir quels sont les trois gagnants. Voilà, à toi la parole, Florence. Merci Sophie, bonjour à tous. Alors le comité de présélection qui a retenu ces 10 solutions, il était composé du ministère de l'Environnement, de l'ADEME, de RID Exposition qui est l'organisateur de Polytech et d'un certain nombre de réseaux membres du PEX. Alors le PEX, c'est qui? Le PEX, c'est un réseau de réseaux. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité dont les entreprises travaillent dans les secteurs de l'eau, des déchets, de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, de la qualité de l'air, de l'efficacité énergétique, de la biodiversité et plein d'autres thématiques de l'environnement et de l'énergie. Nos membres sont implantés dans toutes les régions de France et donc couvrent toutes les thématiques. Donc, ce comité de sélection a identifié ces 10 entreprises qui vont pitcher. Ces entreprises vont être notées par un jury composé de grands comptes dans lesquels on va retrouver, donc là vous avez un certain nombre de logos, mais tous ne sont pas présents. Il y a également Paris 2024 avec Georgina Grenon, la directrice de l'excellence environnementale, qui sera là aussi. Ce jury, il y a en même temps des acteurs qui travaillent dans l'aménagement, dans la construction, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de la chimie, de la logistique et également des investisseurs de la transition écologique et énergétique. Donc merci à vous tous de jouer le jeu, d'être là, d'écouter les pitchs. Alors vous avez tous reçu, enfin là je m'adresse aux membres du jury, tous reçu un mail vous précisant comment ça va se dérouler. Donc vous avez un lien pour accéder à une plateforme de notation en ligne et je vais vous inviter au fur et à mesure des pitchs de renseigner le questionnaire, donc de noter en fait les notes pour les candidats. Il y aura 4 critères. Un critère sur l'innovation, les deux plus importants, c'est innovation et potentiel marché. Ce qu'on souhaite, c'est que soient mises en avant les solutions qui ont un potentiel marché le plus important, enfin que ça soit l'innovation au regard du potentiel marché. Donc innovation, potentiel marché, également la qualité de la présentation, et puis l'éco-conditionnalité, ce qui veut dire l'impact environnemental de la solution présentée. Donc vous avez l'outil de notation en ligne. Je vous invite à enregistrer au fur et à mesure pour pas qu'il y ait d'incidents par la suite éventuels avec l'outil. Merci à vous tous. Sophie, je te repasse la main. Alors, ça y est, on entend le roulement de tambour, les pitchs vont commencer. Je demande à Romain Salza de Aquaécologie Biomicrobix de nous rejoindre. Romain, vous allez nous parler du recyclage des eaux usées sur les bateaux, sans produits chimiques. Donc, vous avez 5 minutes. Attention, mon doigt s'appuie sur le chrono. C'est parti. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens d'abord à remercier l'organisation de Polytech et le PEX de nous donner l'opportunité donc de présenter notre solution innovante, le biobarrière marine MBR. Next.
Donc, je suis Romain Salza, président d'Aquaécologie et Biomicrobix France, et nous sommes des experts dans le traitement et la réutilisation de l'eau. Donc en fait, nous sommes capables de développer des chaînes de traitement innovantes et ultra performantes qui sont capables d'éliminer la quasi-totalité des polluants qui sont présents dans l'eau. Pour cela, en fait, on se base sur notre savoir-faire de conception unique qu'on a développé, et on va assembler en fait différentes briques technologiques, toujours dans une logique de simplification des process et d'autonomie des systèmes, histoire de moins dépendre des compétences des utilisateurs. Ça permet de construire des solutions qui sont durables et très performantes, qui permettent de proposer à chaque fois le recyclage de l'eau à partir de nos solutions. On essaye de les développer pour qu'elles soient à la fois utilisables à terre, mais aussi en mer. Next. Donc, concernant le biobarrière marine MBR et notre innovation, donc nous l'avons développé à la fois pour répondre aux normes de rejet qui sont de plus en plus strictes, notamment les normes MARPOL et US Coast Guard, que ce soit à bord des bateaux ou dans les ports ou dans les zones zéro rejet, mais surtout pour pouvoir réutiliser l'eau, où là on s'est basé sur la norme NSF ANSI 350, qui est la norme la plus stricte au monde à l'heure actuelle. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, 250 fois plus stricte que la norme qu'on entend souvent parler de normes de qualité type eau de baignade. Donc on a développé une solution qui est basée sur de la dégradation biologique et de l'ultrafiltration membranaire et qui résout les problèmes qu'avaient jusqu'alors les systèmes d'ultrafiltration membranaire, notamment en termes de qualité de traitement, en termes de il y a beaucoup moins besoin de produits chimiques ou autres pour la maintenance, et en termes de fiabilité. Ça permet d'avoir une solution avec des performances exceptionnelles qui permet d'éliminer quasiment toutes les bactéries, tous les virus, toutes les matières en suspension, ainsi que les polluants organiques ou chimiques qui sont présents dans l'eau, ce qui permet d'avoir une eau qui est véritablement 100% réutilisable. On est capable avec cette solution de traiter à la fois les eaux grises, les eaux noires ou les autres process. Donc c'est véritablement un process qui est écologique. Le système fonctionne automatiquement. Il y a des capteurs intégrés, ce qui permet de moins consommer d'énergie et on n'utilise aucun produit chimique pour le traitement. Ça permet derrière de soit recycler l'eau, que ce soit à bord des navires ou même ailleurs, soit de faire un rejet qui est totalement propre. Il faut savoir qu'actuellement, quand on prend des fosses septiques, des microstations ou des systèmes comme la phytoépuration, toutes ces technologies ont besoin de post-traitement, alors que nous n'avons pas besoin. On a vraiment une eau qui est directement réutilisable. Next. Donc le système il a été pensé pour être modulaire et polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter à bord des bateaux, quelle que soit leur taille, du yacht, péniche, habitat flottant, sur des pontons ou autres, mais on peut aussi, vu qu'il est modulaire, l'adapter à bord de paquebots, bateaux de croisière ou autres qui sont beaucoup plus gros. On peut du coup sur le même principe l'adapter dans des conteneurs autonomes, pour faire une station d'épuration en conteneur avec recyclage de l'eau, ou faire carrément un conteneur avec des WC, donc des sanitaires intégrés, ce qui permet d'avoir la solution complète, WC, douche et recyclage de l'eau. Et on peut aussi adapter ces solutions, du coup, vu qu'elles sont polyvalentes, dans des cuves à terre. Donc, next. Bien sûr, on ne s'est pas arrêté là. Et il y a quelques jours, en fait, on a présenté au Smartport Challenge de Marseille, donc en collaboration avec EDF, une solution complète où, en fait, on a rajouté à cette brique technologique de traitement et recyclage de l'eau, on a rajouté la partie récupération de l'énergie thermique des eaux usées, donc que ce soit des eaux grises ou des eaux noires. Ça permet d'avoir vraiment une solution complète de gestion de l'eau qui permet du coup à la fois de recycler son eau et de la réutiliser pour tous les usages, pour le moment non potable, mais on va arriver vers la potabilisation de l'eau d'ici peu, c'est qu'une question de réglementation. Et surtout récupérer en plus l'énergie présente dans l'eau, on est capable de récupérer 50% d'énergie qui est contenue dans l'eau. Donc je vous invite à aller voir la page qui est aqua.eco/smartport, sur laquelle on a 2 vidéos qui présentent vraiment la solution, que ce soit au niveau de la gestion portuaire ou au niveau des bateaux, avec le cheminement complet de la génération des eaux usées dans les navires, jusqu'au traitement et à la réutilisation finale, que ce soit du coup à bord des navires ou dans les ports. Donc c'est vraiment une solution qui a été pensée pour les futurs des navires, pour le futur des smart ports, mais aussi pour le futur des smart cities. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez encore 30 secondes. Hein. Ah, j'ai encore 30 secondes. Voilà. Je vous invite à aller voir vraiment la page du coup aquaeco/smartport pour vraiment voir les 2 vidéos que on n'a pas le temps de présenter ici, mais qui, je pense, pourraient intéresser beaucoup de monde dans cette démarche. Très bien. Merci beaucoup Romain. Je suis impatiente d'aller sur un bateau pour voilà pour pouvoir prendre une douche. Du coup, on va maintenant accueillir Laure d'Aquatech Innovation, qui va nous parler d'une solution également de traitement des eaux usées, mais en milieu protégé. Alors Laure, Joshua, if you can, yeah, thank you.
Laure, alors normalement ça aurait dû être Geneviève, une collègue à elle, mais qui n'a pas réussi à se connecter. Donc c'est Laure, parachute ouvert, c'est bon, vous avez 5 minutes, à vous. Ok, c'est parti. Donc bonjour, je vais vous présenter notre AquaClear. Donc c'est une solution d'assainissement autonome qui permet de réduire considérablement l'empreinte environnementale des activités touristiques et économiques en milieu sensible. Donc en slide 2, en termes de traitement, qu'est-ce qu'un milieu sensible? En fait, c'est une zone qui est très souvent isolée et protégée de type Natura 2000 et à forte attractivité touristique. Pour vous donner un exemple, dans le milieu aquatique, il y a 13 millions de bateaux de plaisance en France et on sait qu'un plaisancier produit en moyenne 10 litres d'eau usée par jour, soit 130 millions de litres qui sont potentiellement rejetés sur notre littoral et dans nos rivières chaque jour. Je vous laisse imaginer à l'échelle d'un été, sachant que la majorité de ces bateaux n'ont pas la place à bord pour une solution embarquée. L'évolution climatique, elle met en évidence ces zones sensibles et elle oblige la réglementation sur l'eau à se durcir. Les professionnels actuels sont présents en milieu dit traditionnel, mais leur technologie et leur process s'adaptent mal pour ces environnements sensibles. De plus, les solutions biologiques qui existent sur le marché, elles ont malheureusement toujours un impact sur l'environnement. Soit elles utilisent des procédés membranaires qui génèrent des boues résiduelles qu'il faut évacuer par camion, soit elles nécessitent des additifs chimiques où elles produisent elles-mêmes du chlore via l'eau salée de la mer, soit elles consomment beaucoup d'énergie. Donc la prouesse de notre innovation, c'est qu'elle permet un traitement 100% biologique, sans aucun apport chimique, ni production de chlore, sans aucune boue résiduelle à évacuer. Elle fonctionne en autonomie avec une consommation d'énergie très très faible qui permet l'intégration de panneaux solaires. Donc le bilan carbone de nos plateformes, il est à ce jour le plus efficace dans notre domaine d'activité. Concernant notre équipe, il y a 2 cofondateurs très complémentaires. Donc on a Dominique Lassablière, qui est notre inventeur-chercheur à l'origine de nos innovations, et Geneviève Marais, qui met en place tout le développement et la conduite de nos projets. Notre équipe s'agrandit. On est aujourd'hui 6 personnes et 2 partenaires extérieurs pour la partie développement commercial. Concernant les forces de notre produit, notre AquaClear, il permet de traiter les effluents au plus près de leur lieu d'émission et ainsi d'éviter une pollution en amont. Il assure un rejet en qualité eau de baignade dans le milieu naturel et aussi il permet pour l'arrosage des espaces verts le recyclage des eaux usées avec une qualité d'eau d'irrigation. Pour pallier à la montée des eaux et au manque de foncier, on a également développé une version en flottant. Notre solution, elle est sans aucun rejet polluant ou olfactif et sans impact visuel et sonore sur l'environnement local. Notre innovation, elle est brevetée et à la propriété d'Aquatech. C'est un assemblage technologique qui fait appel aux lois de la physique et de la mécanique pour nos pièces maîtresses. Cet assemblage, il permet à l'AquaClear de nombreux avantages, comme d'être démontable, déplaçable, de s'adapter à tout type d'environnement. Et grâce à notre système de gestion des flux automatisés, avec modèle prédictif, nos plateformes s'autorégulent et s'adaptent aux variations d'activité. Alors maintenant, en slide 3, notre solution, elle répond à un besoin urgent et omniprésent dans le monde entier. Elle est donc nécessaire partout où de l'activité se développe. On a développé notre marché pour commencer sur 2 secteurs à fort potentiel. On a l'hôtellerie plein air, où la France est le 2e parc mondial avec plus de 8000 campings, et les zones portuaires, où nous avons plus de 1000 ports en France et 5000 en Europe. Nous pratiquons une politique de vente directe et indirecte avec un réseau de partenaires prescripteurs, revendeurs et installateurs pour la partie déploiement. Et notre modèle économique, il est basé sur la vente de la plateforme AquaClear et également sur le contrat annuel de gestion à distance. C'est important de souligner que l'État a mis en place des subventions pouvant aller jusqu'à 70% de l'investissement pour l'acheteur. Il faut comprendre que nos clients ont une pression réglementaire due à l'évolution climatique qui demande à chacun de mettre en place des solutions pour préserver notre ressource en eau. On a été sélectionné à l'Occitanie Invest et on a participé à l'événement du 17 novembre dernier pour pitcher devant une assemblée d'investisseurs nationaux. On prévoit une levée de fonds pour le premier semestre 2021 qui va permettre d'industrialiser notre production, de doper notre capacité et de promouvoir nos offres. Et en slide suivante, alors parmi nos installations, donc, on vous a choisi ces 2 exemples. Un AquaClear qu'on a installé à Port-Ilon sur les bords de la Seine dans les Yvelines en pleine zone Natura 2000. Notre solution, elle est installée depuis plus d'1 an. Elle permet au port d'être en totale autonomie sur la gestion et le traitement des eaux usées, au plus près des bateaux. Le rejet après traitement se fait dans la Seine, vous voyez, au milieu des eaux à Bernache, en totale conformité avec la réglementation. Et on est également intervenu au camping Toapi à Palavas, qui était victime de la montée du niveau de la mer. Presque la moitié de leurs mobil-homes se sont retrouvés dans la bande des 100 mètres du littoral. Et toute installation permanente y est donc interdite. Et grâce à notre solution en conteneur, donc démontable, le camping peut maintenir une offre d'hébergement qualitative avec sanitaire privatif. Et de plus, ces eaux usées sont recyclées pour l'arrosage des espaces verts.
Donc ces deux exemples qu'on vient d'évoquer, ce ne sont pas des cas isolés. De nombreux professionnels du tourisme doivent repenser leur façon de gérer l'eau. Et on a pour 2021 de nombreux chantiers prévus, toujours dans l'objectif de protéger le littoral et notre précieux or bleu. En dernière slide, donc nos partenaires, nous sommes accélérés au Clean Tech Booster d'Aramon et à l'Open Tourism Lab de Nîmes et incubés au BIC de Montpellier. Et nous avons également le soutien de notre région Occitanie. Merci Voilà. beaucoup Laure, c'était fort intéressant. Nous souhaitons bonne chance. Nous allons maintenant accueillir Stéphane Logassi de Diamidex C4 Hydro qui va nous parler du premier compteur intelligent de microcolonies. Stéphane, c'est à vous. Merci Sophie. Bonjour à tous. Donc Stéphane Logassi, Diamidex. Merci de nous avoir sélectionnés déjà pour les Polytech Innovation Awards. Et effectivement, Mika, qui est un microcolonie compteur et analyseur. Et en fait, l'innovation principale de Diamidex, c'est d'avoir transformé les brevets du CNRS que nous exploitons en solutions autonomes pour tout le monde, c'est-à-dire c'est un laboratoire de microbiologie portable et utilisable par tous. Donc pas nécessité d'être microbiologiste ou scientifique pour l'utiliser. On va parler encore de Legionella pneumophila. Next, s'il vous plaît. Tout simplement puisque la Légionelle reste un enjeu sanitaire majeur et surtout international, puisque 2020, malgré la crise du Covid, a été pour Diamidex l'export, l'année de l'export, puisque nous sommes présents maintenant dans plus de 20 pays avec un réseau de distribution. Et on le voit notamment par ces deux indications, en Europe et aux États-Unis, une croissance sur les 15-20 dernières années du nombre de cas de légionellose. Donc, ce qui nous ouvre la possibilité d'un marché mondial et important. Et on le verra un petit peu plus tard, l'extension aussi des paramètres possibles sur Mika pour le rendre complet et accessible sur différents marchés. Next. Donc, comment Mika peut permettre à chacun de mieux gérer les crises sanitaires et surtout les risques microbiologiques? Tout simplement parce que la microbiologie, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Donc, ça nécessite forcément une réponse simple et rapide et passer au-delà des flux classiques, par exemple, d'un laboratoire via des prélèvements, etc. Next. Et c'est pour ça qu'on a rajouté des fonctionnalités accessibles, permettant de démocratiser Mika, comme l'automatisation du process, donc la facilité d'usage, pas besoin de diplôme en sciences, une simplicité du résultat, puisque Mika permet de donner directement la concentration sur les paramètres pathogènes, donc notamment la Legionella pneumophila, pas uniquement sur le sérogroupe 1 dont on entend souvent parler, mais tous les sérogroupes, et surtout une expression des résultats simplifiés par une mesure quantitative en gardant l'unité de mesure des référentiels internationaux. Alors une réponse en 48 heures, certes, c'est beaucoup plus rapide qu'une méthode traditionnelle en laboratoire, mais ça ne reste pas la méthode la plus rapide. 48 heures, c'est suffisant pour gérer un risque microbiologique, toutefois, et puis surtout, je dirais l'aspect pluridisciplinaire de Mika, parce que Mika permet de traiter tout type d'échantillons d'eau. Ça veut dire aussi bien des eaux propres qui sont dans des réseaux d'eau chaude sanitaire que des eaux un petit peu plus souillées avec des particules comme les eaux industrielles de systèmes d'aéroréfrigération. Suivante. Et comme on le sait bien, l'aspect coût est aussi important pour pouvoir investir et s'équiper, parce que le risque microbiologique, même si en ce moment tout le monde en est bien conscient, ça reste un coût. Et il faut savoir que Mika, c'est une des grosses évolutions qu'on a fait sur ce dernier équipement, puisque comparé à un prix d'analyse moyen d'une 40aine d'euros, Mika permet d'avoir des prix au test qui sont entre 25 et 15 euros. Donc largement inférieurs des prix moyens qu'on peut constater et largement inférieurs dans certains autres pays aussi. Suivante. Et Mika, alors j'insiste sur le nom Mika pour que ça reste bien dans les esprits de chacun, ce sera aussi la première solution certifiée. Alors on a choisi en organisme certificateur l'AOAC, parce que comme je l'ai dit, on s'ouvre vraiment sur un marché international. Une minute. Et l'AOAC, justement, est un organisme certificateur qui nous permettra une reconnaissance dans la plupart des pays.
On voit là les premiers résultats que nous avons eus sur moins de 200 échantillons, que des échantillons terrain, donc de vrais échantillons, et surtout contaminés. Suivante. Et quand je parlais de la pluridiscipline, plusieurs domaines de compétences sur MICA, on peut le voir ici, notamment sur la qualité de l'eau, avec des paramètres qui seront disponibles dès 2021 en flore totale, Pseudomonas et coliformes, et aussi tout autre secteur d'activité comme l'agroalimentaire, avec des tests d'Alicylobacillus, les cosmétiques pharmaceutiques, avec des tests de stérilité et bioburden. Donc MICA, c'est réellement un laboratoire portable accessible à tous et réellement sur un marché très très important. J'ai terminé, Sophie. Eh ben, merci beaucoup. À la seconde près, c'est parfait. Et merci encore à Polytech. Bon, bah voilà, maintenant on sait qui est Mika, ce n'est pas un chanteur. Non, pas ici en tout cas. Donc, bah voilà, bonne chance à vous. Donc, je vais appeler maintenant Philippe Mille de EBIS, qui va nous parler de sa cabine de tri connectée, qui, voilà, pour pouvoir, voilà, c'est écrit, donc je vais vous laisser parler. Un contrôle continu. Ah, on vous entend pas, Philippe, vous êtes en mute, voilà. Voilà, ça va mieux. Bonjour à tous et merci de nous avoir donné l'occasion de présenter nos innovations dans le cadre de ce Polytech, de cette vitrine. Oui, je vais vous parler de la cabine de tri connectée, qui est un outil de contrôle continu de l'activité et de la qualité du tri. Il s'agit de traitement de déchets et de valorisation de ces déchets. On peut passer au slide suivant. Le contexte de cette innovation, c'est le suivant. Bon, EBIS est une PME que j'ai créée moi-même en 2005. Nous sommes un ingénieriste et ensemblier français de centres de tri et de recyclage de déchets. C'est-à-dire que nous livrons des installations clés en main à des clients qui sont des industriels ou des collectivités. Et dans ces centres, on y trie vos collectes sélectives, en fait, principalement, mais aussi une grande quantité de déchets industriels de différentes origines. La mission de ces centres, c'est évidemment de valoriser les matières et selon des standards de qualité pour pouvoir être revendues sur le marché à des recycleurs. Notre équipe est composée de 14 ingénieurs et techniciens et d'un doctorant, et nous consacrons de l'ordre de la moitié de 50% de nos dépenses à la R&D, essentiellement de la R&D de process et de la R&D sur des technologiques également. L'enjeu de cette innovation, c'est en fait le sujet des centres de tri de déchets ménagers, donc aussi bien de collecte sélective, d'ordures ménagères brutes ou de DIB français au départ. Notre marché à nous, il est composé à peu près de 250 centres de tri. Sur ces centres de tri, il y a 5500 agents qui trient sur des chaînes de tri, en réalité qui font du contrôle qualité aujourd'hui, ils ne font plus du tri de matière, mais ils sont là pour corriger notamment les erreurs des machines, et ils voient passer 3 millions de tonnes de déchets à trier chaque année. L'automatisation grandissante des process de tri depuis maintenant plus de 10 ans et l'augmentation de la taille des centres a conduit à identifier de nouvelles problématiques, et notamment des problématiques de contrôle qualité, mais aussi des problématiques liées à l'activité de ces trieurs. Donc d'un côté, un renforcement des exigences de qualité pour les flux triés, et de l'autre côté, une difficulté des personnes à pouvoir assurer le contrôle qualité dans des conditions normales, dans la mesure où les lignes sont alimentées par de nombreuses machines et les personnels subissent un certain nombre de dérives de ces machines qu'ils doivent corriger. On peut passer au suivant. Donc nous, de notre côté, on souhaitait développer un outil intégré qui permette de renforcer le contrôle des opérateurs et des exploitants sur leur compte de tri, donc garantir la qualité des flux triés, mais aussi prendre en compte la composante humaine dans ces centres et l'intégration aussi des hommes dans ce processus. Nous avons donc un certain nombre de verrous technologiques. C'est présenté à nous notamment notre capacité à pouvoir mesurer l'activité humaine. Donc définir une métrique de l'activité de tri des personnes et pouvoir suivre leur activité en continu et la quantifier. Donc nous avons réalisé une recherche en 2017 en collaboration avec le laboratoire d'intelligence artificielle de l'ENSEIT à Toulouse et embauché un doctorant qui nous a aidé à développer donc un système de capteurs 3D et d'algorithmes
analysant en continu les actions de tri des opérateurs de tri sur chaîne. Alors vous voyez la petite animation qui est présentée sur ce slide. Les images un peu grises, noires, c'est une image pixelisée finalement d'un profilomètre. Vous voyez qu'en fait on distingue la personne. En réalité, chaque point de cette scène correspond à des coordonnées X, Y, Z de la scène. Vous voyez au milieu une image traitée par le logiciel et à droite un squelette qui est animé, qui a été extrait finalement de cette image. La levée de ce verrou technologique nous a permis d'intégrer ces capteurs dans un ensemble. On peut passer à la suite. Donc les résultats obtenus, c'est la création d'un superviseur global de l'activité de tri qui intègre les paramètres de production des machines, la qualité des produits triés, puisqu'on a développé des capteurs de mesure de la qualité, et l'activité des trieurs. Le développement de ces technologies a permis une réduction des coûts de non-qualité sur les lignes de tri, et en tout cas le permettra, et la reconnaissance et la valorisation des métiers des trieurs, ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail. On peut passer à la suite. Notre modèle de commercialisation, il est dans une solution matériel plus licence, qui coûte à peu près 5 000 € par poste de tri en investissement. Le marché, c'est l'ensemble des propriétaires privés de centres de tri et collectivités en France et en Europe. À peu près 5 000 postes de tri à équiper en France, peut-être dehors de 20 000 en Europe. Voilà notre cible aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe, c'était très intéressant. J'avais pas fait attention que c'était un bonhomme quand on a consolidé la présentation et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Bon du coup, merci beaucoup. On accueille maintenant Serge Aflalo d'Envea qui va nous montrer la première station autonome de surveillance de la qualité de l'air avec des panneaux photovoltaïques notamment. Serge, à vous. Merci Sophie pour cette introduction et puis tout d'abord je voulais remercier les organisateurs et Polytech pour nous avoir sélectionnés. Je vais vous présenter Envea et puis cette innovation qu'on a mis au point après 3 années de recherche. Next. Tout d'abord, concernant la société Envea, aujourd'hui nous sommes un groupe, nous avions démarré il y a 40 ans avec une vingtaine de techniciens et d'ingénieurs. Et aujourd'hui, c'est un groupe de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 700 personnes déployées dans le monde avec une expertise sur l'analyse et la mesure de paramètres physiques, chimiques et particules pour la surveillance de la qualité de l'air. Le contexte général, c'est qu'au niveau mondial, sont déployées des stations de surveillance de la qualité de l'air pour mesurer en continu un certain nombre de paramètres. Et l'une des problématiques associées à la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air, c'est la consommation énergétique de ces analyseurs. Donc un programme de recherche a été lancé pour mettre au point une nouvelle génération d'appareils qui serait capable de mesurer avec la même fiabilité et les mêmes certifications les paramètres de pollution de l'air, mais avec une consommation énergétique extrêmement faible, puisque aujourd'hui, seuls les pays dits riches étaient capables de mettre en place un tel réseau et que les laissés pour compte étaient finalement ces pays émergents, ces pays où finalement il n'y avait pas d'infrastructure permettant d'alimenter en énergie ces stations. Donc le marché, il est vraiment mondial et il se déploie également sur des applications plus génériques comme l'industrie, où il y a des problèmes d'infrastructure, mais également les ports dont on a parlé tout à l'heure, où il y a une vraie pollution de l'air, aussi bien en terre que dans les mers. Next. La démarche a été une démarche totalement éco-conçue au niveau du développement de ces nouvelles générations d'analyseurs avec des objectifs précis, des appareils totalement recyclables, des appareils qui soient extrêmement robustes et puissent tenir à des températures extrêmes, et puis des appareils qui puissent être déployés partout, donc avec soit des batteries, soit des panneaux solaires. Et puis la troisième chose, c'est la connectivité, la facilité d'utilisation de ces appareils avec la transmission des données, quel que soit le lieu du globe,
sur le cloud. Next. Le résultat, c'est des stations extrêmement compactes qui sont alimentées par des panneaux solaires, des batteries embarquées et qui permettent une intégration totale avec un paysage quel qu'il soit. Et vous aurez plus de détails en allant visiter le site solar-aqms.com où vous verrez une station en conditions de fonctionnement réelles qui est déployée depuis à présent plus d'un an, sans interaction humaine et puis surtout sans besoin d'énergie puisque ce sont des panneaux solaires qui alimentent cette station. Et ça marche aussi bien dans les pays à fort ensoleillement qu'en région parisienne, par exemple, où est déployée cette station de surveillance de la qualité de l'air. C'est vraiment une innovation. La prochaine slide, next slide, nous montre les pays qui pourraient être concernés par ce type d'innovation. Ce sont tous les pays colorés que vous voyez, où il y a vraiment un besoin et où ces stations permettent d'être déployées dans tout le territoire. Le potentiel, c'est non seulement ces pays émergents, mais c'est également les pays déjà développés où il y a plus de 20 000 stations qui sont déployées et qui vont nécessiter une modernisation. Vous aurez beaucoup plus de détails en visitant enva.global et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Serge. C'était fort intéressant. Nous allons maintenant accueillir Claudio Bussella d'Azola qui va nous présenter une technologie de stockage temporaire du biométhane. On ne se rend pas toujours compte que les faibles demandes sur le réseau demandent d'avoir ce genre de stockage temporaire. Donc Claudio, c'est à vous. 5 minutes. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente à nouveau, Claudio Bussella, président de Azola SAS, une start-up ayant développé une solution innovante de stockage sous forme liquide de biométhane et de gaz de réseau, comme on l'a dit. Alors, au nom d'Azola, merci de nous accueillir à cet événement, nous en sommes très honorés. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Azola, c'est quoi? Pour répondre à la question, je vais faire un point rapide sur la filière du biogaz, vous exposer le problème que nous pensons adresser et enfin vous présenter la solution que nous avons mise au point. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas parfaitement familiers avec la filière du biogaz, celui-ci consiste en la production de gaz renouvelable au départ du traitement de déchets agricoles ou industriels au travers d'une digestion en anaérobie. Donc, grosso modo, on entasse ces déchets au sein d'une grosse cuve dont vous connaissez peut-être l'allure avec leur dôme un peu caractéristique. On laisse fermenter sans oxygène et l'on va obtenir en sortie un gaz renouvelable appelé biogaz, constitué grosso modo pour moitié de méthane et pour l'autre moitié de CO2. Parmi les modèles de valorisation du biogaz, il y en a un en particulier qui a le vent en poupe et qui consiste en l'injection du méthane ou biométhane, devrais-je dire, dans les réseaux de distribution de gaz. Celui-ci se retrouvera donc directement dans votre chaudière si vous vous chauffez au gaz ou dans votre cuisinière. Alors, le problème, deuxième pavé. Alors, le problème, il est extrêmement simple. Aujourd'hui, pas loin de 150 méthaniseurs injectent dans les réseaux en France et plus de 1000 projets sont actuellement dans le pipe, à des degrés divers de développement, certes. Ces méthaniseurs injectant sur les réseaux viennent en quelque sorte bousculer le monde du gaz traditionnel. Auparavant, la chaîne du gaz était structurée en mode top-down, à savoir un approvisionnement en gaz ou liquide à des points d'entrée sur le territoire, un acheminement de ce gaz via une autoroute du gaz, aussi appelée réseau de transport dans le jargon, et des réseaux de distribution en étoile qui permettent de fournir les utilisateurs finaux des molécules. Alors, il faut s'imaginer que d'ici 2030, pas loin de 10% de la consommation sera produite et injectée localement cette fois. Et cela va engendrer et engendre déjà des problèmes de congestion sur les réseaux dans la mesure où l'injection de ce biométhane est complètement décorrélée de la consommation. En effet, les unités de production se trouvent le plus souvent en race campagne où la consommation de gaz est par nature assez faible. Alors la solution, c'est le dernier pavé, eh bien tout simplement de la flexibilité, à savoir un stockage tampon permettant aux producteurs de biométhane de gérer les déséquilibres entre production de biométhane et demande de gaz sur le réseau. Les déséquilibres offre et demande. En pratique, comment ça marche? Les producteurs continuent à produire à 100% de leur capacité quand la demande n'est pas suffisante, donc c'est l'air en rouge sur le slide.
ils stockent leur surplus de production sous forme liquide, ça c'est la petite R en bleu sur le slide, alors je me doute que ce n'est pas très visible, mais ils réinjectent ce surplus de production dans les réseaux lorsque la consommation le permet. C'est la petite R en vert sur le slide. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, notre solution en 2 mots, sans rentrer dans trop de détails techniques. Chez Azola, on a développé une solution innovante de stockage tampon sous forme liquide permettant de stocker plusieurs jours de production d'unités de méthanisation. Alors, pourquoi sous forme liquide? Tout simplement car le volume d'une même quantité de méthane ou biométhane est 600 fois inférieur sous forme liquide que sous forme gazeuse. Donc, un gain de place évident. Alors, vous l'aurez compris, nous nous adressons principalement aux producteurs de biométhane, aux unités de méthanisation, comme on les appelle, mais aussi aux réseaux de distribution, à savoir aux infrastructures gazières. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, c'est bien joli tout ça, mais Azola, c'est quoi en pratique? Eh bien, Azola, c'est 5 brevets sur notre process, c'est 4 collaborateurs dont vous avez les magnifiques photos qui s'affichent à l'écran. Azola, c'est 2 unités qui verront le jour au cours du premier trimestre de l'année prochaine, l'une auprès d'un méthaniseur et l'autre sur le gaz de réseau, donc une unité par segment de client, on peut dire. Azola, c'est aussi 2 projets dans le pipe en cours de développement. Et enfin, et je terminerai par là, Azola, c'est une immense quantité d'énergie que nous déployons tous les jours dans notre quotidien pour faire de la transition énergétique une réalité et lutter, certes, à notre petite échelle, contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Claudio. Ça nous parle beaucoup, OPEX. On y croit beaucoup, nous, à la transition écologique par les actions, notamment des éco-entreprises. Merci beaucoup et puis à bientôt alors. Nous allons maintenant faire venir Christian Bastien de Hafner Energy. On reste dans l'énergie, mais dans la production d'hydrogène à partir de biomasse. C'est à vous, Christian, 5 minutes. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, c'est une belle transition. On parle de transition énergétique et écologique. Et bien justement, nous proposons la solution Inoka qui permet de produire de l'hydrogène renouvelable et compétitif accessoirement à partir de biomasse. Tout d'abord, si vous pouviez passer le merci. Alors tout d'abord, notre société Hafner Energy, nous sommes une PME mais qui dispose de plus de 25 ans d'expérience dans la valorisation énergétique de biomasse. Nous avons travaillé sur des projets comme celui que vous voyez en photographie ici. C'est une centrale de cogénération à Amsterdam qui brûle des biomasses et produit à partir de cette biomasse de l'électricité et de la chaleur. Et c'est fort de cette expérience et d'observations très nombreuses que nous avons lancé, après 10 ans de recherche et développement, la solution Inoka, qui permet donc de produire de l'hydrogène à partir de biomasse. C'est vrai qu'en matière d'hydrogène, on parle toujours d'hydrogène fossile, gris, ou d'hydrogène vert issu d'électrolyse. Ce sont de bonnes solutions, mais la solution Inoka, elle s'appuie sur de la biomasse. Transparent d'après, s'il vous plaît. Alors, l'hydrogène produit à partir d'Inoka va nous permettre d'accélérer le déploiement de cette filière hydrogène qui est en plein essor aujourd'hui. Tout d'abord parce que l'hydrogène produit par Inoka est renouvelable. En effet, il est produit à partir de ressources qui sont directement puisées par les plantes dans l'atmosphère. D'autre part, il va être très compétitif puisqu'il est produit localement sur place. Il n'a pas besoin d'être transporté pour un usage industriel ou de mobilité. Et donc, on va atteindre très rapidement des prix extrêmement compétitifs par rapport à l'hydrogène renouvelable actuellement distribué sur le marché. Enfin, point très important, l'ensemble de la chaîne de valeur est intégralement local puisque la collecte des biomasses en amont, la production d'hydrogène et les usages sont intégralement locaux au cœur des territoires. Le bilan carbone à la fois de la production d'hydrogène mais ensuite de son usage étant totalement neutre. Et notre procédé est par ailleurs, puisqu'il s'appuie sur de la biomasse, totalement indépendant des contraintes et des tarifs des réseaux électriques. Et d'autre part, la production est totalement continue, 8000 heures par an, indépendamment des aléas climatiques et régionaux. Voilà. Si vous pouviez passer au transparent suivant, merci. Alors, comment fonctionne le procédé Inoka ? Ici, on a représenté de la biomasse avec des plaquettes forestières, mais on peut tout à fait convertir d'autres biomasses lignocellulosiques, comme par exemple des pailles, comme des résidus de taille de vigne, comme des tailles de haies bocagères, comme pourquoi pas des fumiers d'animaux. Et on va transformer sous l'effet de la chaleur cette biomasse en 2 produits. D'une part, une fraction solide qu'on appelle biochar, qui est en fait du carbone solide,
qui va pouvoir être utilisé à la fois en amendement agronomique pour améliorer la qualité de rétention en eau des sols, ou également utilisable comme combustible dans les centrales thermiques ou électriques. La deuxième fraction du procédé va extraire de cette biomasse ce qu'on appelle des vapeurs de thermolyse qui seront ensuite craquées à très haute température pour produire un gaz de synthèse renouvelable qu'on appelle hypergaz, qui peut être tout à fait converti en électricité ou en chaleur dans une centrale thermique. Et c'est de cet hypergaz qu'on va extraire finalement l'hydrogène qui, après purification, sera utilisable pour des besoins de mobilité ou pour l'industrie. Alors l'intérêt du procédé, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un plein développement, un plein usage de l'hydrogène, notamment pour les applications de mobilité, pour faire fonctionner la centrale, la station en continu, puisqu'elle génère dès le démarrage des revenus par la valorisation du biochar et par la valorisation de l'hypergaz sous forme d'énergie thermique. Next slide, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, notre développement est réellement en plein essor. Nous suivons en fait une tendance extrêmement forte partout dans le monde pour le déploiement de l'hydrogène. Notre procédé étant modulaire, il est parfaitement exportable et il va couvrir tous les besoins sur la planète. Le premier des besoins auxquels tout le monde pense, c'est la mobilité. Et justement, c'est ce que nous allons faire avec notre client RGDS à Strasbourg, au travers d'un partenariat que nous avons établi qui s'appelle Air Inoca, où nous allons construire dès le début de l'année prochaine la première station de production d'hydrogène à partir de biomasse en France, qui s'appellera donc Air Inoca, qui produira à terme 720 kg d'hydrogène par jour, de quoi alimenter une trentaine de bus, zéro émission et entièrement renouvelable. Cette station est actuellement en cours de construction. Les premiers équipements sont livrés dès le début de l'année 2021 et nous allons produire à la fois de l'hydrogène renouvelable pour la mobilité, mais également de la chaleur qui sera utilisée sur le réseau de chaleur de Strasbourg. Nous avons par ailleurs de très nombreuses manifestations d'intérêt aujourd'hui et fort d'un pipe de prospects commerciaux qui dépasse la centaine de prospects. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Christian, c'était très intéressant. Malheureusement, on ne peut pas rester plus longtemps que 5 minutes, mais c'était vraiment passionnant. Donc maintenant, on va appeler Delphine Guilbeault de Microbien Environnement sur la microbiosurveillance des eaux douces. Alors les biocapteurs, c'est votre tour. Je vous remercie beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter Microbien Environnement, qui est une jeune société innovante qui a été créée en 2013 et qui développe et propose des biocapteurs génétiques pour anticiper les risques toxiques liés aux proliférations de microalgues et de cyanobactéries dans les eaux environnementales. Next, s'il vous plaît. Donc, notre proposition de valeur s'inscrit dans un contexte de changement climatique que vous connaissez bien. Ce changement climatique associé aux pollutions liées à l'activité humaine sont des conditions extrêmement favorables à l'émergence et à la prolifération de micro-organismes dangereux pour la santé, et c'est le cas des cyanobactéries. Donc les proliférations de cyanobactéries sont de plus en plus récurrentes, fréquentes, imprévisibles et erratiques, et c'est un problème mondial parce que ça pose de graves soucis de sécurité sanitaire, puisque les cyanobactéries produisent des toxines, des neurotoxines et des hépatotoxines, qui dans les cas les plus légers vont donner des nausées, des gastroentérites, des maux de tête, mais dans les cas les plus graves, ça peut conduire à la paralysie, voire à la mort. Si vous avez survolé un petit peu la presse cet été, vous avez pu constater qu'il y avait un grand nombre d'articles de presse qui est sorti, un peu plus de 1000 articles de presse en France et en Europe, sur des sites de baignade fermés en raison de prolifération de cyanobactéries toxinogènes, mais aussi des morts d'animaux, donc des chiens, des vaches, des poissons et même des éléphants en Afrique, au Botswana. Donc c'est vraiment un problème mondial et un problème croissant. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'existait pas jusqu'à maintenant de système d'alerte précoce, fiable, rapide et robuste pour prévenir ces risques toxiques liés aux proliférations de cyanobactéries, puisque aujourd'hui, les approches qui sont utilisées, ce sont la microscopie optique et les analyses de toxines dans l'eau. Alors ces deux approches sont extrêmement importantes, mais elles ne permettent pas une gestion efficace de la qualité microbiologique de l'eau sur les cyanobactéries, puisque les résultats sont donnés entre 2 jours et 1 semaine. Et quand on mesure des toxines dans l'eau, c'est qu'il est déjà trop tard pour avoir une gestion efficace du problème. Next, s'il vous plaît.
Donc c'est dans ce contexte que nous proposons nos biocapteurs génétiques. Donc il s'agit d'une technologie basée sur un test colorimétrique assez ultra rapide qui va cibler spécifiquement la signature génétique des cyanobactéries actives et vivantes dans l'eau. Donc pourquoi on sait qu'elles sont actives et vivantes dans l'eau? Tout simplement parce qu'on va cibler le ribosome, le matériel génétique du ribosome, qui est la petite usine qui permet à la cellule de tout fabriquer et de vivre. Donc elle fabrique tout son nécessaire pour proliférer, mais aussi pour produire des toxines. Donc dans ce cadre-là, nos biocapteurs permettent d'avoir un vrai proxy de prolifération et d'évaluation du risque toxique. En plus de cela, cette technologie est extrêmement rapide puisqu'on peut émettre les rapports de résultats d'analyse en moins de 3 heures à réception de l'échantillon. Donc tous ces paramètres permettent vraiment d'avoir une alerte précoce pour sécuriser un site, pour protéger les usagers, les utilisateurs, sécuriser l'activité économique qui dépend du site d'eau et diminuer aussi le risque médiatique et rassurer évidemment tous les utilisateurs. Pardon. Next. Donc dans ce slide, je vous ai montré un exemple de résultat que nous obtenons pour nos clients dans le cadre des prestations que nous faisons à l'aide de nos biocapteurs génétiques, soit pour suivre des cyanobactéries, soit pour suivre des microalgues toxiques. Donc nos clients, ce sont des gestionnaires de l'eau, des collectivités locales, des syndicats de rivières, des exploitants ou distributeurs d'eau ou des aquaculteurs. Ça touche vraiment le secteur à la fois de l'eau douce et à la fois de l'eau marine. Et on leur donne des résultats bi-hebdomadaires, résultats qui sont incrémentés sur une courbe et qui donnent des données dynamiques qui vont tracer les tendances de prolifération, par exemple, de cyanobactéries. Ça donne le début d'une prolifération qui va nous permettre de mettre une alerte et donner une fenêtre d'action sur laquelle les gestionnaires du site vont pouvoir agir de façon concrète, soit grâce à un arbre décisionnel, soit à un process qu'ils ont en interne, mais ça va aussi leur donner une information utile sur la fin de cette prolifération, qui est un élément qui n'est jamais donné par les autres approches aujourd'hui disponibles. Donc on a vraiment une gestion optimisée, une forte réactivité puisque c'est une technologie très rapide et ça permet d'assurer une sécurité sanitaire inégalée. Aujourd'hui, notre business model, il est double. Depuis 2018, nous vendons des prestations de services clés en main et aujourd'hui, nous œuvrons à l'export en proposant des kits de cyanobactéries ou de microalgues pour nos clients, les rendre autonomes pour qu'ils aient leurs résultats à J0 ou encore mieux à H+3. Donc si vous avez des problématiques sur votre site aquatique, je vous encourage à nous contacter. Nous avons une équipe d'experts à votre service et à votre écoute et on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup Delphine. Bon salon Volutech. Maintenant, je vais faire appel à Alan d'Alfonso Peral de Recyclameur Innovation qui va nous présenter son robot autonome pour la collecte des déchets flottants. Alan, c'est à vous. 5 minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alan d'Alfonso Peral et je suis le concepteur des premiers robots solaires autonomes capables de dépolluer les espaces aquatiques. La suivante diapositive, s'il vous plaît. En effet, je suis passionné de la mer et en 2016, j'ai créé l'association Recyclameur pour m'entourer des personnes souhaitant participer à mon grand projet de nettoyage, sensibilisation et éducation des générations futures. J'ai réussi et avec les bénévoles, on a nettoyé différents ports et on a commencé à nettoyer les ports, les déchets en profondeur. Cette collecte de déchets en profondeur, elle est très difficile et très problématique parce que l'impact environnemental est déjà fait et toutes les pollutions qui sont au fond, ils deviennent très friables. C'est pour cette raison que c'est comme ça en fait qu'est né l'aspirateur de mer. C'est les premiers prototypes, on les voit dans la diapositive, c'est un grand bac de déchets avec 2 flotteurs et des panneaux solaires que ça nous a permis de valider le système, de déposer le brevet et en 2018, j'ai créé l'entreprise Recyclameur Innovation. On s'est su qu'il a pour but de développer une gamme de robots solaires pour dépolluer les espaces aquatiques. Quand je parle d'une gamme, c'est qu'aujourd'hui, je vous présente la taille S, mais aussi, on a déjà l'industrialisation prévue pour 2022 de la taille M, 2,45 m pour 5 mètres. Il y a un levée de fonds qui va se réaliser pendant l'année 2021. Et c'est pour ça que c'est d'une conviction environnementale à une innovation pour la planète. La suivante diapositive, s'il vous plaît. Genesis, c'est le premier robot solaire pour dépolluer les espaces aquatiques. Il est composé de 2 brevets, donc des brevets des systèmes d'aspiration. On aspire les déchets
on ne collecte pas les déchets. C'est ça la première différence avec tous les concurrents, à niveau des concurrents, c'est qu'on n'est pas une épluchette radiocommandée, sinon on est un système d'aspiration autonome. À niveau économique, c'est un investissement très rentable à court terme. Il y a une économie qui peut aller jusqu'à 67% les premières années vis-à-vis du temps passé pour les sachants portuaires, mais aussi pour les différents types de matériaux pour la collecte de ce type de pollution. Il fonctionne en énergie solaire, il peut fonctionner la nuit comme le jour, 24/24, et aussi il est livré avec un chariot de collecte électrique pour pouvoir les vider. Le Genesis, aujourd'hui, il est fabriqué 100% dans la Nouvelle-Aquitaine, avec les mêmes valeurs que l'association. Nous, on utilise les circuits courts. Quand je parlais de la collecte d'hydrocarbures, je vous expliquais que nous, on est très performants parce qu'on aspire les hydrocarbures, mais aussi parce qu'on a, avec un partenariat avec l'Université de Limoges et l'ENSIL, c'est l'université de l'École d'ingénieurs de Limoges, on a pu développer un filtre à base de fibres naturelles pour collecter les hydrocarbures. La fabrication, il est fabriqué à Aubusson, dans la capitale de la tapisserie, ici en Creuse, et il est assemblé dans notre usine à Saint-Julien. Vous pouvez passer la diapositive, s'il vous plaît. Comment ça fonctionne les Genesis? C'est très simple. On délimite la zone sur la plateforme web. Il va nous indiquer le temps estimé de travail plus la superficie à nettoyer. Et après, le robot, il part tout seul nettoyer. Dans la plateforme web, on a aussi des informations de l'état de la batterie et le remplissage du bac. Mais le Genesis, il est doté d'une sonde de contrôle de qualité d'eau en temps réel. C'est-à-dire, pendant qu'il va collecter les déchets solides et liquides, on va voir tous les 15 minutes les paramètres pH, température, redox, conductivité. Tout ça, ça va nous donner des différents points d'analyse et on va pouvoir traiter la source de la pollution. C'est où qui fonctionne le Genesis? Voilà, aujourd'hui, il est dans les vieux ports de La Rochelle, parce qu'on fait un partenariat avec un port pilote, le port pilote de La Rochelle. Je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est le vieux port de La Rochelle. Vers les flèches rouges, il y a les deux tours. Si on regarde les flèches jaunes, c'est les évacuations des eaux pluviales polluées qui viennent de la ville. En fait, il y a deux choses, il y a deux solutions pour les déchets qui viennent de la ville. C'est il part et il flotte un petit moment et après il coule, il reste dans le port. Sinon, il sort des eaux pluviales et il flotte, il continue à flotter et il continue jusqu'à l'océan. C'est ici que commence en fait le 7e continent. Il reste 20 secondes. 20 secondes? Ouais. Ok, très bien. C'est comme ça qu'il commence le 7e continent. C'est ici. C'est pour ça que c'est une innovation très importante et il faut mettre un Genesis dans chaque port dans la planète. C'est pour ça que je suis là. J'ai besoin de vous. Si vous pouvez passer la dernière diapositive, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? On propose une architecture modulable, mais aussi des différents types de services et d'offres, de maintenance, de location et de vente directe. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le Genesis? Qu'il est éco-responsable, que c'est un investissement très rentable à court terme, qu'on va générer des emplois, on utilise les circuits courts, il est autonome, respectueux de la nature. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Alan. À bientôt. À bientôt. On va espérer avoir des mers plus propres encore. Et donc, on va maintenant faire appel à Michael Roes de Topi Organics. Vous avez l'habitude des pitchs, Michael. Donc, allez, 5 minutes pour transformer l'urine en ressources. C'est parti. Super. Bonjour à tous. Merci de me recevoir à nouveau. Je fais moins de pitch, justement, en arrêté, mais celui-là, le PEC, on ne peut pas dire non. Donc Michael Roes, président et cofondateur de la société Topi. Je vais aller très vite parce que je crois que la plupart d'entre vous nous connaissent, en tout cas si vous avez participé au pitch l'an dernier. Très rapidement, si vous pouvez passer sur l'autre slide, s'il vous plaît. En gros, pour l'élément de contexte, Topi Organics, c'est une très jeune société. On va avoir 2 ans en février prochain. On est positionné sur plusieurs métiers qui sont la collecte, la transformation et la valorisation d'urine humaine en différents produits pour l'agriculture et l'industrie. On est aujourd'hui 14 salariés. Dans 2 mois, on sera 25. Et on est sur une phase de croissance assez exponentielle avec une traction très difficile à gérer. On a été labellisé, on a gagné beaucoup de concours. Dans les plus remarquables, on va dire, il y a le Seal of Excellence, notamment de la Commission européenne et le concours Innov. En gros, on a fait une levée de fonds au bout d'1 an avec un acteur majeur qui est Créadev au capital. Donc c'est un family office, c'est la
la première fois de leur histoire en 18 ans qu'ils investissent dans une société aussi jeune. Donc ça a été un gros point pour nous. Mais en gros, voilà les éléments de contexte. Donc une société qui a 2 ans, on a démontré beaucoup de choses, mais on va voir la suite. Si vous pouvez passer sur l'autre slide, s'il vous plaît. En gros, pour les éléments de contexte marché, je vais pas vous refaire la messe. Aujourd'hui, on fait tous pipi dans de l'eau potable. Ça a des impacts écologiques majeurs. C'est beaucoup de consommation d'eau, c'est la pollution de tout le cycle de l'eau. Au niveau écologique, n'importe qui doté d'un peu de bon sens se rend compte qu'on ne peut pas prendre 3 litres d'eau pour éliminer 200 ml de pipi. C'est pas viable à terme. Il y a aussi évidemment un problème économique, parce que ça coûte cher de retraiter tout ça en station d'épuration. Et en parallèle, on a une agriculture qui est dépendante notamment d'engrais minéraux importés. Alors pas pour tous, on est aussi producteur en Europe, mais notamment sur le sujet phosphate, c'est simple, on n'en a pas en Europe ou très très peu. Donc on est dépendant au niveau géostratégique. Donc il y a plusieurs problématiques donc, associées au cycle de l'eau, au niveau économique et aux besoins d'engrais alternatifs. Si vous pouvez passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Donc Toupy, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas les premiers à réfléchir sur le sujet urine, à la problématique urine. Ça fait une vingtaine d'années que beaucoup de gens réfléchissent à sortir l'urine du cycle de l'eau et en faire des produits. Tout ce qui a été développé jusqu'à présent, toutes les technologies développées de recyclage, n'ont pas de modèle économique viable. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on peut utiliser l'urine brute en champ, on peut remplacer un engrais, mais il faut en mettre tellement. On parle de 30 millilitres hectares pour fertiliser du blé, c'est pas tenable. Tout ce qui est procédés qui ont été développés, je pense à l'EAWAG en Suisse ou à Veolia, Suez, qui sont des procédés d'extraction de minéraux ou de concentration de l'urine, c'est pareil, il n'y a pas de viabilité économique, en tout cas pas aujourd'hui, ça vaut trop cher et c'est trop consommateur en énergie. Désolé pour les représentants de Suez qui sont là, mais personne ne pourra me contredire sur ce point. Donc en fait, là où on a mis en place une innovation de rupture, c'est simple, c'est qu'en fait, on a imaginé l'urine non pas comme un liquide qui contient des nutriments, mais vraiment comme un support pour faire pousser des micro-organismes, donc des bactéries, qui ont de l'intérêt en agriculture et dans l'industrie. C'est-à-dire qu'en fait, à base d'urine, on est capable de produire quasiment toutes les bactéries utilisées dans différentes industries. Donc on parle de dépollution des sols, d'agronomie, de molécules pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique, la dépollution de propergol. En gros, on utilise des bactéries partout aujourd'hui, sauf qu'en produisant ces bactéries sur une base urine, on arrive à des équivalences en termes de concentration, sauf que ça coûte beaucoup moins cher, parce que le substrat est gratuit, voire générateur de revenus. Donc en fait, sur évidemment l'urine, le recyclage de l'urine, on parle d'économie territorialisée, c'est-à-dire qu'on ne va pas transporter l'urine à travers le monde ou même à travers la France. Donc l'idée pour nous, c'est de déployer des unités de transformation capables de gérer des volumes d'urine à l'échelle locale et de redistribuer des produits à l'échelle locale. Il me reste 40 secondes, donc je vais aller vite. En gros, là maintenant, on a absolument, l'an dernier, il restait le volet agronomique à démontrer, je vous en avais parlé lors du pitch. Là aujourd'hui, on a fait nos essais agronomiques en champ. On a 100% de retours positifs par des instituts techniques et des coopératives. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le dernier verrou vient de sauter, c'est-à-dire il y a 3 semaines, on a eu les retours. Donc, on n'a plus de verrou au niveau produit. Donc là, on part sur une nouvelle phase pour Toupy qui est passer de la bonne idée industrielle à l'exécution via une société qui doit aller loin et à l'échelle internationale et vite, parce qu'on résout plein d'enjeux majeurs. Merci beaucoup, Mickaël. Bonne chance pour la suite. Je dois dire que j'aimerais pas être à la place des jurys parce que ces présentations ont toutes été les plus passionnantes les unes que les autres, avec des thématiques incroyablement diversifiés et avec des pitchs clairs et qui ont tous tenu les 5 minutes. Donc bravo aux 10 finalistes. Bonne chance au jury. N'oubliez pas d'enregistrer surtout parce que ce serait dommage de perdre tout ce que vous avez fait. Je rassure le jury, j'ai vérifié, les notes sont bien enregistrées au fur et à mesure, donc c'est en train de tomber. Il y a des tendances qui se dégagent.
Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais on n'est pas tout seul dans l'organisation des Polytech Innovation Awards. Il y a aussi Hélène Bouillon-Duparc que vous pouvez voir dans d'autres parties de conférences de Polytech sur les tendances innovantes. C'est elle qui fournit une grosse partie du travail intelligent aussi sur cette partie-là. Donc merci aussi à elle. La suite, c'est quoi? La suite, c'est on consolide les données, les informations. On vous donne rendez-vous bien sûr demain pour savoir qui sont les 3 gagnants. Les 3 gagnants auront des places gratuites au Forum national des éco-entreprises le 8 avril 2021. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre, Florence? Ils ont un stand sur le salon Polytech l'année prochaine. C'est vachement plus important. Le gagnant. Nettement plus intéressant. Les 2 autres auront un dispositif de valorisation. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe de RID qui souhaite dire 2 mots, sinon on enchaîne. Et après, donc juste après, on va recevoir Georgina Grenon, la directrice environnementale de Paris 2024. C'est magique. Elle apparaît au moment où je le dis. Merci, merci Joshua. Et Gilles Quesnay-Hervé, le directeur des sports du ministère chargé des sports. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes là pour nous présenter une convention pour rapprocher le monde du sport et les éco-entreprises. Eh bien, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Je suis évidemment très heureux d'avoir l'occasion de prendre la parole cet après-midi dans le cadre du lancement d'une convention entre le réseau PEX, Paris 2024 et le ministère chargé des sports. Comme l'a récemment rappelé Monsieur le Premier ministre, la transition écologique n'est aujourd'hui plus une option. Cette réalité rattrape désormais l'ensemble des composants de notre société et le monde du sport est bien conscient d'avoir un impact certain sur notre environnement. Si l'on se doit de le réduire au maximum, le sport est aussi un formidable levier pour nous inciter toutes et tous à changer nos comportements en faveur d'une société plus résiliente. Dans cette perspective, le ministère chargé des sports a fait de la transition écologique l'une de ses priorités ministérielles. Elle s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par le ministère depuis le début des années 2000 en faveur d'un sport plus responsable. Dans ce cadre, nous travaillons au quotidien pour encourager, accompagner les acteurs nationaux et internationaux du sport vers des pratiques plus soutenables. La dynamique, notamment, initiée en partenariat avec l'ONG WWF France et de nombreux grands événements sportifs, avec la création des chartes des 15 engagements éco-responsables des organisateurs d'événements et gestionnaires et d'équipements sportifs, en est un exemple concret. Cette convention avec Paris 2024 et le réseau PEX permettra d'améliorer, de compléter et d'accélérer cette dynamique qui reconnaît désormais 83 signataires, soit près de 350 événements internationaux et nationaux et près de 40 infrastructures sportives. Enfin, cette convention représente également une formidable opportunité pour la filière de l'économie du sport et son GIE de s'engager pleinement dans une démarche vertueuse et durable. Paris 2024 est un catalyseur de solutions innovantes en faveur de pratiques plus responsables. Aussi bien sur le plan social qu'environnemental, le monde du sport et de l'événementiel sportif se doit de prendre ses responsabilités et de participer activement à la transition écologique de notre pays. Au nom du ministère chargé des sports, nous sommes ravis des travaux à venir et nous remercions bien entendu Paris 2024 et le réseau PEX pour cette collaboration d'avenir. Merci infiniment. Merci. Merci Georgina, à toi. Eh ben, c'est à moi, à mon tour aussi, de te remercier, Florence, de remercier le PEX déjà pour cette opportunité aujourd'hui de partager ces moments avec tous et aussi pour le travail que nous allons faire ensemble. Vous savez, en tant que plus grand événement du monde, les Jeux Olympiques, c'est quand même le plus grand événement du monde. Nous sommes évidemment très conscients chez Paris 2024 des problématiques évoquées par le ministère du Sport. On les rencontre tous les jours quand on cherche à atteindre notre premier objectif, délivrer ces jeux exemplaires et innovantes sur tous les périmètres de jeu pour réduire notre empreinte carbone, pour préserver et régénérer la biodiversité, pour développer une économie circulaire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est fixé cet objectif qui va au-delà des jeux aussi, d'accélérer la transformation écologique du monde du sport. Et pour que tout ce qu'on développe trouve comme solution pour le jeu, eh bien, les méthodes, les produits, les outils, pour que tout soit partagé et laissé un héritage aussi à la société en général et au monde du sport en particulier. On veut profiter donc de cette opportunité des jeux pour voir plus grand, pour voir plus loin, pour aller plus vite, plus haut et plus fort, et de profiter
de cette échéance collective qui est Paris 2024 pour soutenir le monde du sport dans ses efforts et trouver ensemble des solutions et aux enjeux qui nous concernent tous. On a déjà commencé à le faire, par exemple en soutenant des plateformes qui permettent aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et aux TPE-PME d'être visibles, de créer des liens avec le monde du sport. Ces plateformes s'appellent aujourd'hui EESS 2024 et Entreprise 2024 et vous pouvez tous y accéder. Aujourd'hui, donc, on continue dans cette démarche avec les ministères du sport en créant des ponts avec vous, les éco-entreprises, via les projets, de rapprocher ces mondes du sport et les éco-entreprises que l'EPEX va maintenant vous détailler. Merci beaucoup et à très bientôt pour les premiers résultats ensemble. Merci Georgina, merci Gilles. Le PEX est très heureux de travailler aux côtés du ministère des Sports et de Paris 2024 pour rapprocher le monde du sport et les éco-entreprises. Alors le PEX, c'est un réseau de réseaux. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité implantés dans les territoires et qui ont des entreprises qui travaillent dans tous les secteurs de l'environnement et de l'énergie. Donc on est vraiment très heureux de mettre à disposition tout ce vivier de solutions françaises pour le monde du sport. Le projet, il va s'articuler autour de quoi? Ça va être un gros travail de structuration d'écosystèmes, de valorisation des actions, de communication, de sensibilisation et puis donc d'animation de ce réseau pour répondre aux besoins du monde du sport. On va travailler aussi à la réalisation d'annuaires thématiques. Alors, il y aura principalement 3 sujets sur lesquels on va travailler. Un sujet sur tout ce qui est infrastructure sportive dans la lignée ou dans la continuité de ce qu'on a déjà pu faire avec la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques, avec l'annuaire des solutions villes de demain. Un autre grand sujet, c'est l'événementiel sportif qui a des impacts environnementaux importants sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Et puis, la restauration dans les événements sportifs. Donc, cette convention, elle démarre maintenant. Elle va durer jusqu'à fin 2024. Donc, vous verrez au fur et à mesure de nos actions, de nos événements, on aura, nous, comme mission de mettre en avant les attentes des uns et des autres, puis de rapprocher ces 2 mondes, comme on sait faire dans le cadre d'autres événements. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Et on est vraiment très heureux de travailler à vos côtés. Et nos réseaux aussi. Sophie, je vais vous... Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais repasser la main à Sophie pour conclure et puis pour annoncer la remise, l'annonce des lauréats. Merci beaucoup à tous d'être venus pour nous présenter ce beau projet qui nous tient vraiment à cœur. Je dis pas que je devrais sortir mes baskets pour autant parce que c'est pas tout à fait mon truc, mais en plus Monsieur Kénervé, on est un peu cousins parce que moi je suis plus ou moins de Morlaix, donc c'est voilà. Bon bref, ça n'a rien à voir. Donc moi, revenons-en à nos moutons. Demain, il va y avoir une échéance importante pour les 3 lauréats. Ce sera demain à midi. Vous vous connecterez à nouveau sur le site de Polytech Online. Vous aurez ça en live. On sera sur le plateau télé en direct avec Sylvie Fourne, la directrice de RID sur la partie construction, environnement, industrie, gestion des risques, et Alexis de Gérard qui est le directeur de Polytech. Donc nous serons fiers et impatients de vous retrouver à ce moment-là. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps. Il nous reste encore 5 minutes, donc on va pouvoir... Juste un mot, les résultats, c'est super serré. Donc, vous aurez la surprise demain. En tout cas, merci. Non, mais on peut arrêter là. Oui, très bien. En tout cas, si vous avez encore des messages, c'est le bon moment. Merci beaucoup. Polytech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Retrouvez tous nos replays sur notre page dédiée.